Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous later. L'invention du testament philosophique. Nous en parlions dans une précédente chronique. Le testament philosophique est une invention récente de la franc-maçonnerie française de la fin du XIXe siècle. En effet, la franc-maçonnerie originelle, dirons-nous, ne considérait pas du tout l'angle d'un danger pouvant mener à une mort réelle dans la cérémonie d'initiation. Toujours pas d'ailleurs. Voici d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de chambre des réflexions ni de passage sous le bandeau au rite anglais, par exemple. Le candidat est ainsi reçu une première fois en loge où une discussion a lieu. Puis, si l'avis est favorable, il sera initié avec une préparation physique, uniquement. Le fait d'effrayer le candidat, ou tout du moins de lui retirer toute confiance, est un caractère français exclusif qui ne se justifie probablement que par la difficile conciliation entre la soif d'initié de certaines loges et le fait de se prémunir contre les fâcheux. Car la demande de rédiger un testament à un profane, avant de l'initier, apparut très probablement au début du XIXe siècle, sous l'impulsion du rite écossais ancien et accepté, et avait comme vocation originelle de provoquer l'effroi chez le candidat. On le voit aussi par l'iconographie d'une tête de mort que les documents officiels arboraient. Le but caché étant très probablement de se prémunir contre les simples curieux et les aventuriers avides de sensations qui disparaissaient ensuite, mais aussi de solenniser la réception en mettant le profane sur ses gardes, et non pas dans un état de légèreté. Sans compter également le fait de rendre réelle la conséquence d'un manquement au serment. Toutefois, la sévérité d'une telle demande de rédiger son testament pour entrer en franc-maçonnerie dut causer quelques tracas en loge et au dehors. On assiste ainsi, à la fin du XIXe siècle, dans les textes, à de légères précisions afin de sortir cette tradition de la menace de mort. Ainsi, dans le rituel fondateur du droit humain de Georges Martin, 1895, outre la modification du nombre de questions, 5, pour s'adapter au voyage, il est précisé à la section concernant le testament, je cite, « Quels exemples désirez-vous léguer à vos parents et à vos semblables ?» Le testament devient alors un legs d'exemplarité. Mais un premier indice de ceci avait déjà eu lieu en 1893, dans le testament d'initiation de Maria de Rheims. Voici ainsi la note de bas de page inscrite pour expliquer ce qu'il faut entendre par le mot « testament ». Il ne s'agit point ici pour la profane de prendre des dispositions pécuniaires et d'ordre successif, mais de faire connaître, par un testament moral et philosophique, le but qu'elle entend donner à sa vie et de dire quels exemples elle espère léguer aux siens. Ce à quoi d'ailleurs elle répondra « Mes travaux, je fais très mal Maria de Rheims, mes travaux, mes écrits, mes discours disent assez quel a été le but de ma vie. Certes, je n'ai pas la prétention de léguer un grand exemple après moi, mais j'affirme que je laisserai celui de la plus profonde conviction dans la progressibilité indéfinie de l'humanité et du plus sincère amour de mes semblables. Nous sommes bien loin d'une rédaction fleuve de 2 pages, comme certaines loges ont pu voir certaines initiations amener, mais les traditions se perdent. Alors, c'est curieux parce que ces 2 articles que j'ai écrits sur le testament et testament philosophique, au départ, ça fait quelques années que j'avais ça dans les soutes, mais j'avais jamais vraiment trouvé l'angle d'attaque. C'est-à-dire que quand je fais des articles sur la recherche historique, ce genre de choses, pour Franc-Maçonnerie Magazine, c'est souvent des notes que je prends dans des cahiers, voilà, genre des trucs comme ça, où je note des milliers de choses qui sont totalement inutiles, des réflexions, des passages, des trucs où il y a marqué « tiens, à trouver », et ce genre de choses. Généralement, j'y reviens jamais d'ailleurs, mais cette notion de testament m'a fait penser quand moi, mon père est décédé. Et en fait, le fait de réfléchir de son vivant à ce qu'on laissait après sa mort. C'est-à-dire que bien souvent, on pense à faire un testament quand on se dit qu'on va mourir. Mais on ne fait pas de testament, en fait, quand on vit la vie de tous les jours. On ne va pas forcément dire, écoutez, je vais faire un testament, on ne sait jamais, ce genre de choses. On fuit la mort, ou plutôt on l'évite, on la met de côté. Et le fait que, quand on fasse au XIXe siècle une note pour dire, attention, c'est quelque chose de philosophique, c'est quelque chose de... Qu'est-ce que vous léguez, en fait, de votre activité morale? Quelle est la transmission que vous allez faire à d'autres personnes des leçons de votre vie? C'est quelque chose que je trouve au XIXe siècle qui est admirable parce qu'on n'était pas nécessairement dans cette démarche-là dans la société de tous les jours quand on étudie surtout beaucoup le XIXe siècle, la montée des États-nations, ce genre de choses. Et en fait, c'est intéressant de voir que c'est quelque chose, cette notion de transmission de ce que nous pensons et du meilleur que nous avons fait, des fois ça se perd.
on fait souvent un point sur nous, sur notre vie quand on est dans une situation difficile. On change de métier, on est au chômage, on crée son entreprise, on divorce, il y a tellement d'opportunités, on a un décès dans la famille, il y a tellement d'opportunités où en fait on réalise la brièveté de la vie et souvent on va sous-estimer la futilité de nos actions. C'est-à-dire qu'on va être dans le flot ininterrompu de la vie de tous les jours, on va s'offusquer et prendre la mouche pour la moindre petite chose, et derrière, on ne va pas réfléchir à quelle est la transmission qu'on laissera de nos actions, quel souvenir on laissera de nous, puisqu'on sait pertinemment qu'au bout de 2 générations après, personne ne se souviendra de ce qu'on a fait. Toutes les vidéos que vous regardez, je suis persuadé que ça ne traversera pas le temps, c'est totalement illusoire. Quand je vois des personnes qui sont énervées parce que je fais de la recherche historique, que je la partage sur YouTube, et en même temps, c'est tellement futile, c'est tellement fugace, il y a tellement peu de monde par rapport à l'échelle mondiale qui regarde ces choses, et se dire que on apporte grand cas à des choses qui sont de petite importance. C'est véritablement quelque chose qui m'a fait réfléchir. Je suis venu à ça dans ma réflexion sur le testament philosophique et ce genre de choses. C'est un peu dans les traditions asiatiques, la notion de... Oh, le mot me manque. La vacuité. La vacuité. Effectivement, tout ce qu'on fait, c'est totalement vain. Le nombre de personnes qui font des formations et qui, derrière, en fait, ne mettent jamais en pratique ce qu'on leur a appris, parce qu'ils se disent « Ah, de toute façon, c'est nul » ou « Ah, c'est pas pour moi » ou « Ah, je l'ai fait un peu, mais ça n'a pas marché », ce genre de choses. Prend souvent beaucoup de temps pour faire des choses qui sont vaines, alors qu'en fait, les véritables choses qu'on devrait faire, c'est de voir ce qu'on laisse dans l'esprit des gens qui nous survivront. Donc j'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît, que ce nouveau format aussi, que j'essaye de mettre un petit peu, même si je publie moins maintenant, j'essaye de rajouter de la valeur dans les vidéos pour faire en sorte que ça soit vraiment important, que ce soit vraiment des vidéos qui soient pas juste « Ah, il a lu son article, ouais super, merci ». Et en plus c'est pas scripté, ce qui fait dire que je peux dire de grosses bêtises et qu'on peut s'en servir contre moi également. Et en fait c'est intéressant de se dire que on est responsable aussi de la parole qu'on transmet, des choses qu'on dit, des choses qu'on écrit, et on dit des bêtises. Moi, je dis aussi des bêtises régulièrement, je suis un être humain, mais c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'on va laisser autour de nous comme souvenir. Parce que souvent, on l'a déjà vu en loge, des frères disparaissent, des sœurs disparaissent, et on se souvient de peu de choses, mais on se souvient des choses qui sont vraiment, qui nous choquent, qui nous impriment la rétine, pas forcément de ce qui a été dit en loge, pas forcément de ce qui a été dit en dehors, mais des fois des petites conversations, des petits soutiens, des petits... Voilà, c'est intéressant de réfléchir à ça de temps en temps. Qu'est-ce qu'on laissera une fois qu'on aura disparu et que dans notre loge, on reverra notre nom sur un vieux papier ou ce genre de choses pour les gens qui nous ont connus. Vous avez jusqu'au mois prochain pour y réfléchir. Hey, je crois que je vais encore me faire des amis! Tu te poses des questions sur la franc-maçonnerie ou tu veux faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie? Alors, clique sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, hein, t'oublies pas, comme ça te permettra de recevoir une notification tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, à chaque fois que je publie une vidéo, à 9 h. Allez, Bisfrat. Retrouvez cet article dans le numéro 95 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible dans tous les points presse et en abonnement depuis www.fm-mag.fr. C'est vraiment plus discret.